Mercredi 11 juin 2003, Fos-sur-Mer, à 50 km de Marseille. Les policiers de la ville reçoivent un coup de fil inquiétant. Une femme a disparu, elle s'appelle Nadine Chabert, elle a 34 ans. Et ce matin-là, elle ne s'est pas présentée à son travail. Et cela ne lui ressemble pas car Madame Chabert est d'ordinaire une femme très ponctuelle. On ouvrait donc le centre pour 8h30. Et je pense que dans le quart d'heure, demi-heure, on a commencé à s'inquiéter, parce que Nadine n'était jamais en retard. Et je me rappelle même pas qu'elle soit déjà arrivée en retard, en 2 ans que j'ai travaillé avec elle d'ailleurs. On va essayer de la joindre sur son portable, en se disant, elle est peut-être sur la route, ou elle a peut-être du retard, mais on va la voir. Le téléphone sonne, boîte vocale, jamais de Nadine. Nadine Chabert ne répond pas, elle ne répondra plus jamais. Aussitôt, les policiers de Fos-sur-Mer préviennent le mari, Patrick Chabert, 39 ans, conducteur de travaux. Et avec lui, ils tentent de reconstituer les dernières heures de la disparue, les dernières 24 heures où Nadine a été vue. Personne ne se doute alors qu'un incroyable mystère vient de commencer. Cette journée banale a fini par se transformer en la pire journée de ma vie, le début d'un enfer. Devant les policiers, Patrick Chabert raconte la dernière journée de son épouse. Mardi 10 juin 2003, au domicile familial. Ce matin-là, comme à son habitude, Nadine se réveille à 7h30. Puis elle se rend sans problème à son travail, avec sa propre voiture. Ensuite, Nadine Chabert rentre déjeuner à son domicile. Il est 13h. Le dernier jour où on a des nouvelles de Nadine Chabert, c'est le 10 juin 2003. Nadine rentre chez elle, où elle rejoint Patrick Chabert, son mari, qui ne travaille pas, et Émilie, leur fille, qui est à la maison parce qu'elle n'a pas école ce jour-là. Ils préparent ensemble le repas du midi. Le père va faire griller de la viande dans une poêle, va faire une salade pour la famille. C'était très souvent Patrick Chabert qui faisait le menu et qui faisait la cuisine dans cette famille. Nous avons mangé tous les trois ensemble, nous avons parlé de tout et de rien. C'était tout à fait tranquille, un repas habituel. Je sais que j'ai entendu mes parents parler des obsèques de mon arrière-grand-mère, en disant qu'elle ne pouvait pas être présente parce qu'elle partait à un stage sur Paris. Donc je l'ai entendu dire de l'excuser auprès de la famille. Et voilà. Une fois le repas terminé, Émilie quitte ses parents pour se rendre chez Hélène, sa grand-mère maternelle, qui habite juste en face. Quand Émilie a fini de déjeuner avec ses parents, elle rejoint sa grand-mère, qui vit dans la maison à côté, pour que sa grand-mère l'amène à son cours d'équitation hebdomadaire. Elle explique que son père l'embrasse et qu'il était assez pressé parce qu'il devait être à l'enterrement qui avait lieu à 15h sur Arles, et que sa mère l'embrasse également et lui dit « Ma chérie, je t'embrasse et je t'aime ». Et ce seront les dernières paroles qu'Émilie entendra de sa maman. Après le départ de leur fille, le couple Chabert se retrouve seul. Puis, ils quittent le domicile à bord de la voiture du mari. Nadine et Patrick repartent ensemble en voiture. Il va la déposer au rond-point d'Intermarché, donc à Fos-sur-Mer. Où elle a rendez-vous avec une collègue à elle pour partir à son stage à Paris, que sa collègue la récupère au rond-point pour ensuite prendre le train ensemble. Il la laisse sur ce rond-point, en pleine journée, en plein jour, et il s'en va. Et puis plus rien. Nadine Chabert va disparaître. Ce 10 juin 2003, il est 14h15. Nadine Chabert disparaît mystérieusement, sans laisser de traces, comme si elle s'était évaporée. Patrick Chabert n'est pas inquiet. Il a déposé sa femme au rond-point, persuadé, dit-il, qu'elle allait à Paris suivre une formation. Ensuite, l'homme explique aux policiers ce qu'il a fait l'après-midi. Il se rend après aux obsèques de sa grand-mère, qui est décédée quelques jours plus tôt et qu'ils enterrent cet après-midi-là.
Il arrive à l'enterrement, bien sûr, avec du retard, puisque l'enterrement était prévu en tout début d'après-midi, mais il arrive à temps pour porter le cercueil, comme on le lui avait demandé, et donc toute la famille est bien présente pour le voir ce jour-là, présent aux obsèques de sa grand-mère. Une fois que mon père est parti des obsèques, il nous a rejoints au centre équestre, où je finissais de monter. Après, nous avons mangé ensemble. Et le début de soirée, je suis restée avec mon père et après, je suis allée dormir chez ma grand-mère. À minuit, Patrick dit aux policiers qu'il est allé se coucher. Seulement, il y a un problème. Les policiers vérifient les dires de Patrick Chabert et ils ne tardent pas à s'apercevoir qu'en réalité, Nadine, sa femme, devait partir pour Paris, non pas le 10 juin, mais le lendemain, le 11. Confronté à cet élément, Patrick Chabert semble stupéfait. Et quelle ne va être sa stupéfaction d'apprendre de la bouche même des policiers que le stage n'était pas prévu à la date que lui avait indiqué son épouse, mais 2 jours plus tard. Elle devait partir le 11 juin, mais elle précipite son voyage. A-t-elle un ami? On ne le sait pas. A-t-elle une amie? On ne le sait pas. Elle précipite son voyage. Nadine a-t-elle menti à sa famille sur la date comme sur les raisons de son départ pour Paris? Mais qui est cet ami avec qui elle avait rendez-vous au rond-point et qui était censé voyager avec elle? Devant les enquêteurs, Patrick Chabert avance des explications plutôt crédibles. Patrick Chabert va dès le début dire qu'il est possible que sa femme soit partie, qu'elle les ait laissés, qu'elle les ait abandonnés, qu'elle ait tout quitté. À la fois, il est étonné, mais en même temps, il répond aux policiers que sa femme a l'habitude de partir pendant quelques jours et qu'au final, bon, il ne faut pas non plus s'inquiéter davantage. Je ne me suis pas inquiétée parce que Belle nous avait habitués à partir comme ça dans 3-4 jours ou 5, rejoindre des amis. C'était assez courant qu'elle parte le week-end sans informer ou sans donner de nouvelles d'elle de tout le week-end. C'est des choses qui me blessaient énormément. Elle était partie déjà au mois de mai, elle était partie quelques jours à Bordeaux au mois de novembre. Pour le lendemain de Noël, elle était partie aussi peut-être une semaine. Enfin, vous voyez, on ne s'est pas inquiété du tout. Alors, Nadine Chabert a-t-elle quitté le domicile familial suite à un coup de tête? Dans un premier temps, tout le laisse penser. Elle a un caractère un peu instable et qu'elle a pu, même faire une fugue et laisser toute sa famille en plan, donc sa fille Émilie et son mari Patrick. Ouais. La thèse du départ volontaire est d'autant plus crédible qu'Émilie va raconter aux policiers que ces derniers temps, sa mère avait changé et se montrait plus distante qu'auparavant. Au début, elle était proche de moi, elle s'occupait de moi, elle m'amenait à l'équitation, me soutenait dans le sport. Petit à petit, non, elle m'oubliait, j'avais l'impression d'être comme un obstacle dans sa vie. 12 juin 2003, 2 jours après la disparition de Nadine Chabert, la police se rend au domicile du couple à la recherche d'indices. Ce que les enquêteurs vont découvrir sur place va les convaincre un peu plus que cette mère de famille est partie volontairement. Patrick Chabert va expliquer qu'il manque de l'argent. Il va évoquer une espèce de tirelire secrète du couple qui est cachée dans la maison. Il y avait 2 000 € dans cette cassette et que ces 2 000 € ont disparu. Mais en regardant dans ses affaires, tous ses habits d'été n'étaient plus là, ses chaussures d'été non plus, tous ses sous-vêtements. Il restait vraiment les habits pour traîner chez soi, qu'on ne met pas pour sortir. Elle est partie sans dire au revoir, donc elle ne donne plus signe de vie depuis hier ou avant-hier, elle ne téléphone pas, elle ne téléphone pas à sa fille, donc la fuite, commence à s'installer en lui, il se dit elle est partie, mais qu'elle est partie pour de bon. Avec 2 000 € en poche, des vêtements d'été, son téléphone portable. Où et avec qui serait donc partie Nadine Chabert? La réponse ne va pas tarder à apparaître, car en poursuivant leurs investigations dans la voiture de Patrick, la police va trouver un indice capital,
qui va peut-être permettre de résoudre l'énigme. Ils vont procéder à une perquisition du véhicule dans lequel Nadine Chabert se serait trouvée avant de partir, et ils vont trouver des écrits ésotériques qui confirment ce que dit Patrick Chabert de son appartenance éventuelle à une secte. Nadine aurait tout quitté et serait donc partie dans une secte. La famille Chabert a toutes les raisons de le penser. Ma mère était attirée par tout ce qui était paranormal, ésotérique. Mais je m'en étais pas rendu compte avant. C'est les dernières années avant sa disparition où je m'en suis rendu compte parce que j'ai vu vraiment des choses bizarres. Émilie a été très frappée justement dans le changement de comportement de sa mère par le discours de celle-ci. Elle s'était mise à avoir un discours ésotérique permanent, parlant de l'au-delà, parlant de ses croyances à une présence constante autour d'elle. Mais surtout, ces derniers temps, Nadine fréquentait de nouveaux amis, et en particulier une femme, Patricia Méjean, avec qui bizarrement elle passait beaucoup de temps ces derniers mois. Patricia Méjean, c'est une femme que Nadine Chabert a rencontrée lors d'un stage, en fait, pour une reconversion professionnelle. Et de suite, les deux femmes ont vraiment sympathisé. Elle vit en Haute-Savoie avec sa famille. Nadine va régulièrement passer des week-ends chez eux, elles s'entendent très bien. Et j'ai vraiment un peu un coup de cœur entre elles deux. Et Patricia Méjean notamment dira qu'elle la considère comme sa sœur. Pour la famille Chabert, cela ne fait pas de doute. Patricia Méjean aurait initié Nadine à sa passion pour le paranormal et l'ésotérisme. Une passion qui, au fil du temps, serait devenue dévorante. Je pense qu'elle a eu une influence sur Nadine parce que Nadine, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à changer de comportement, mais très graduellement. Ce qui fait que vous vous posez des questions en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Des petits changements qui sont opérés depuis cette rencontre fatidique avec Patricia Méjean. Patricia Méjean a complètement, mais alors, phagocyté, vampirisé Nadine Chabert. Nadine Chabert ne pense que par Patricia Méjean. Nadine Chabert ne vit que par Patricia Méjean. C'est quelqu'un qui a une emprise sur Nadine Chabert. Elle se téléphone des jours et des jours, des heures et des heures. C'est des 15-16 coups de téléphone par jour. Elle appelle Nadine. On a l'impression qu'elle a essayé de gouroutiser Nadine. Elle était vraiment sous la coupe de Patricia Méjean. La fille était influençable. Pour les policiers, l'enquête progresse. Tout laisse penser que Nadine Chabert a été manipulée par Patricia Méjean au point de l'enrôler dans une secte. D'ailleurs, Émilie, la fille du couple, âgée alors de 12 ans, évoque des scènes troublantes qu'elle a vécues en compagnie de sa mère et Patricia. Elle s'endormait sur le canapé, on tirait les cartes jusqu'à 2h du matin, on avait des discussions ésotériques, et même il y a un épisode très fort que raconte Émilie, au cours duquel on l'a conduite dans une forêt où, paraît-il, on devait trouver un champignon hallucinogène destiné à soigner la maman de Patricia Méjean, elle-même malade à ce moment-là. Mais il y a quelque chose dans ce que raconte Émilie qui pourrait finir par convaincre les policiers que Nadine a bel et bien fugué. Une conversation téléphonique que la jeune fille a surprise un jour entre la fameuse Patricia et Nadine, sa mère. Émilie, un jour, est témoin d'un entretien téléphonique de sa maman avec Patricia Méjean, au cours duquel elle a cette phrase terrible où elle dira « Mais si je m'en vais, comment vont-ils se débrouiller tous les deux ?» Et c'est vrai qu'en repensant à ce qu'elle a dit, ça pourrait me faire penser qu'elle avait envie de partir d'elle-même. Au terme des premières auditions de la famille Chabert, la thèse du départ volontaire de Nadine semble plus que probable. Pour s'en assurer, les policiers décident de contacter cette mystérieuse Patricia Méjean, accusée par le clan Chabert d'être à l'origine de la dérive de Nadine. Mais très vite, ils s'aperçoivent que Patricia n'est pas la méchante que l'on décrit, qu'elle n'a rien d'un gourou et qu'elle n'est pas liée à la disparition de Nadine. D'autant que l'argent de la disparue n'a pas été détourné,
comme il est de règle en pareil cas. Après le départ de Nadine, il n'y a pas de mouvement sur ses comptes bancaires, ce qui fragilise la thèse de la secte. Après le 10 juin 2003, elle ne touche plus à son patrimoine bancaire. Et Patricia Méjean va faire à l'enquête un bond considérable. En discutant avec les inspecteurs, elle leur fait une incroyable révélation. D'accord, merci beaucoup madame, à bientôt, au revoir. Qui va relancer l'enquête. Là, ils lui disent, mais après tout, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'elle a pu partir dans une secte? Et là, elle va dire, mais pas du tout, parce que ce jour, le jour où Patrick dit qu'elle a disparu, elle avait un rendez-vous très important à Aix-en-Provence. Elle devait divorcer avec Patrick Chabert. Ils avaient rendez-vous à Aix-en-Provence devant un juge et que c'était absolument pas un jour comme les autres. Nadine Chabert, elle attendait ce divorce avec impatience. Pour elle, c'était une nouvelle vie, c'était la liberté. Ce jour-là, elle m'a regardée en me disant oui, Lolo, ben, on pourra faire la fête, ce sera un grand jour, quoi. Je serai enfin divorcée, je serai libre. Le 10 juin 2003, Patrick et Nadine Chabert avaient donc rendez-vous ensemble, ici, au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à 15h, pour une audience de conciliation devant un juge aux affaires familiales. Ce rendez-vous avait été noté par Nadine dans son agenda personnel, un rendez-vous qu'elle ne voulait rater pour rien au monde. En aucun cas, Nadine n'aurait raté ce rendez-vous parce que c'était très important pour elle et qu'elle voyait en cela le début d'une nouvelle vie. Les policiers sont abasourdis. Jusqu'ici, ils ignoraient l'imminence d'un divorce du couple Chabert. Chose étrange, Patrick ne leur avait rien dit. Une nouvelle fois, le mari de Nadine est convoqué au commissariat. Il est sommé de s'expliquer. On va demander à Patrick Chabert immédiatement, est-ce que vous deviez divorcer ce jour-là? Il dit pas du tout. Patrick Chabert dira toujours, je n'étais pas au courant de la date de conciliation. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Comment Patrick Chabert pouvait-il ignorer la date de son propre divorce? Pourquoi Nadine, sa femme, disparaît-elle justement le jour du rendez-vous de conciliation? La coïncidence est plus que troublante. Alors, les enquêteurs vont s'intéresser à la vie de ce couple pour tenter de trouver la clé du mystère. Nadine et Patrick Chabert se marient en 1990. Elle n'a que 21 ans et lui 26. Un an plus tard, naît Émilie, leur fille unique. Pendant 10 ans, le couple vit un bonheur sans nuages, une histoire d'amour passionnelle. C'est un couple qui s'aime. Effectivement, ils étaient amoureux, c'était un couple, je dirais, tout à fait normal. Moi, j'ai toujours vu mes parents un peu comme les couples adolescents, tout le temps se chamailler pour rigoler, à montrer, ils montraient extrêmement leur amour l'un envers l'autre. Ça se voyait qu'ils se complétaient, qu'ils étaient heureux ensemble. Mais en 2001, le conte de fées prend fin. L'entreprise de plomberie créée 2 ans plus tôt par Patrick Chabert est en faillite. Un échec professionnel et personnel que l'homme vit mal. De grosses dettes s'accumulent et Nadine va faire face. Nadine va énormément l'aider à ce moment-là. Il a un passage à vide, il est vraiment dépressif et très mal. Et là, c'est Nadine qui prend tout en main, qui sauve le couple, qui sauve la famille, qui se remet à travailler. C'est sûr que le soutien de ma mère était présent à ce moment-là et fort. Désormais, c'est Nadine Chabert qui, avec son salaire, tente de rembourser les dettes de son mari, près de 45 000 € suite à la faillite. Patrick Chabert, lui, sombre dans une forte dépression et accepte mal la métamorphose de son épouse en femme battante et active. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à s'éloigner de son mari. Les choses sont plus comme avant. D'autant que Nadine Chabert a repris un travail, a à nouveau une vie sociale, a des amis, sort davantage. Elle a commencé à revivre en fait. Patrick et Nadine Chabert ne s'entendent plus. Lui se montre de plus en plus agressif et elle commence même à avoir peur de son mari. Nadine me disait qu'il avait des coups de colère, c'était très dur pour lui. Nadine m'a souvent dit qu'elle en avait peur parce qu'elle avait peur de ses réactions, parce qu'il était colérique.
parce qu'il pouvait piquer une crise et ne pas se contrôler. Et à partir de fin 2002, début 2003, le couple, selon des témoins, fait même chambre à part. À la fin de l'année 2002, Nadine contacte un avocat pour entamer une procédure de divorce. Mais cette séparation, dans un premier temps, Patrick ne veut pas en entendre parler. Il voulait pas divorcer d'ailleurs. Il voulait pas, il était pas d'accord. Hein. Un mari qui refuse le divorce, aux yeux des policiers, c'est un mobile classique pour vouloir se débarrasser de sa femme. Et la conviction des enquêteurs va progressivement basculer à cause d'un détail inquiétant. Les derniers mots de Nadine Chabert à ses amis. Nadine va dire à plusieurs reprises, notamment à ses collègues de travail, « Si un jour il m'arrive quelque chose, si vous n'avez plus de nouvelles de moi, intéressez-vous à mon mari. » Et que si on la revoyait pas, eh ben, il fallait s'inquiéter et voir du côté de son mari. C'est ce qu'elle nous avait dit. Donc, C'est qu'il m'aura tué. Il y a certains qui vont rapporter ces propos. Ils vont dire, attention, je suis en danger. Et si au départ Patrick Chabert refuse le divorce, ce n'est peut-être pas par hasard, car les policiers se rendent très vite compte que le mari n'a aucun intérêt financier à se séparer de sa femme. C'est un couple aisé et à titre personnel, Patrick n'a aucune fortune personnelle. C'est un homme qui est moins fortuné que Nadine Chabert, que le patrimoine est à elle, notamment le terrain et la maison. Patrick Chabert ne voulait pas divorcer, tout simplement parce qu'il n'avait rien à lui. Patrick lui a dit non, je ne veux pas divorcer parce que je ne veux pas perdre ma maison, ma fille et ma femme. Nadine lui a répondu, ta femme, tu l'as déjà perdue. Au fil du temps, Patrick Chabert semble se résoudre à l'idée de divorcer. Le 15 mars 2003, 3 mois avant la disparition de Nadine, les modalités de séparation sont approuvées par les époux, une convention est même signée. Il ne leur reste plus qu'à se présenter au tribunal d'Aix-en-Provence. La date est fixée au 10 juin 2003, précisément le jour de la disparition de Nadine. Devant les policiers, Patrick Chabert semble avoir réponse à tout. Mais les enquêteurs estiment avoir suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue. D'autant qu'ils savent que l'homme leur a menti, et cela sur plusieurs points essentiels du dossier. D'abord, il y a cette date du divorce, le 10 juin 2003, que Patrick dit ignorer. Pour les enquêteurs, forcément, il est impossible que Patrick Chabert ne connaisse pas la date du divorce. L'avocat commun du couple avait écrit au couple Chabert en lettres simples pour donner la date d'audience. Par ailleurs, tout l'entourage des Chabert, hormis la famille de Patrick Chabert, est au courant du divorce et connaît la date. Notamment la mère de Nadine Chabert qui connaît la date du rendez-vous avec le juge. Ils sont convaincus qu'il sait et qu'il a connaissance de la date de conciliation et ils se disent, s'il ment pour cela, pourquoi ne mentirait pas pour le reste ? Et ce n'est pas la seule contradiction de Patrick Chabert relevée par les policiers. Le jour de la disparition de sa femme, le mari de Nadine a menti à plusieurs reprises, notamment sur son emploi du temps. Par exemple, il affirme aux enquêteurs que ce soir-là, il s'est couché chez lui à minuit. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Parce que le tutoiement est de rigueur, bien évidemment. Qu'est-ce que tu as fait ? Et là, il se dit, bien, je suis rentré, j'ai dîné, j'étais avec ma belle-mère, Hélène Pérez, il y avait Émilie, nous avons dîné, et puis je suis allé me coucher à minuit. Faux, répondent les enquêteurs. Patrick Chabert n'a pas dormi chez lui le soir de la disparition de sa femme, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé. Son téléphone portable l'a trahi. On va se rendre compte que ce jour-là, à 23h, il va téléphoner de chez lui à un hôtel Ibis qui se trouve à côté de Toulon pour réserver une chambre d'hôtel, qu'il va partir aussitôt. Mais pourquoi Patrick Chabert est-il parti en pleine nuit vers un hôtel de la Valette-sur-Var, près de Toulon, à plus de 150 km de son domicile de Fos-sur-Mer? Les policiers ne comprennent pas cette escapade nocturne. Mais voici ce que Patrick Chabert raconte. Qu'est-ce que tu allais faire à l'hôtel Ibis? Il dit, ah oui, je m'en souviens maintenant. J'avais rendez-vous le lendemain avec un entrepreneur avec lequel j'étais en affaires.
Patrick Chabert explique que dans la nuit du 10 au 11 juin, alors que sa femme a disparu, il est allé dormir à 150 km de chez lui dans un hôtel, car le lendemain, il avait, ici, un rendez-vous professionnel à l'heure du petit déjeuner. Seulement, les policiers savent qu'il ment. La première chose qu'il fait quand il arrive à l'hôtel, c'est de dire qu'il ne prendra pas de petit déjeuner. Ce qui sous-entend qu'en fait, il n'a pas prévu de rencontrer quelqu'un lors du petit déjeuner. Il se trouve que la personne que tu devais rencontrer, M. Baronne, tu ne l'as pas rencontré. C'est donc que forcément, pendant cette période-là, tu n'avais pas de rendez-vous. Patrick Chabert n'a donc rencontré personne ce jour-là. Lui-même finira d'ailleurs par le reconnaître lors de l'interrogatoire. En revanche, il a bien dormi dans cet hôtel. Le réceptionniste de l'établissement l'attestera. Mais il y a encore plus troublant. L'enquête va le démontrer grâce au ticket de péage. Patrick Chabert a mis plus de 3h30 pour effectuer le trajet entre chez lui et l'hôtel. Or, il ne faut qu'1 heure et demie. Les policiers le savent, ils ont refait le parcours en voiture. Alors pourquoi ce trou de 2 heures dans l'emploi du temps de Patrick Chabert ? Le suspect finira par donner une explication plutôt confuse et alambiquée. Et c'est là qu'il explique qu'au sortir du péage, il s'est dit « j'ai un rendez-vous d'affaires demain. Est-ce que j'ai pris mon ordinateur ?» Et l'ordinateur, il avait mis derrière lui, dans le véhicule. Il dit « j'ai envoyé la main, j'ai vu qu'il n'y avait plus l'ordinateur. Je me suis dit « je l'ai oublié à la maison. Il m'est nécessaire pour mon entretien. Je retourne. » Et puis finalement, il ne fait pas demi-tour jusqu'à Fos, mais en cours de route, il repart à Toulon, car il a réalisé que son ordinateur portable n'est pas oublié, mais qu'il l'a posé sur la banquette arrière de sa voiture, sous des vêtements. Les explications de Patrick Chabert ne sont pas convaincantes. D'autant que les enquêteurs vont découvrir que sur le trajet qui mène à l'hôtel, se trouve un chantier en construction. Celui d'une prison. Chantier sur lequel justement Patrick Chabert a travaillé. Et voici ce que les policiers imaginent. Sur ce trajet, en fait, il y a la prison de la Farlède qui n'est pas loin. Et en fait, c'est une prison en construction sur laquelle Patrick Chabert a travaillé. Est-ce que vous n'êtes pas passé par la Farlède où il y a la maison d'arrêt qui était en construction, vous la construisiez? Est-ce que et l'enquêteur est persuadé à ce moment-là qu'il a jeté le corps de sa femme dans les fondations de la Farlède? Vous voyez que c'est terrible comme scénario. On imagine que dans les fondations de la prison de Toulon se trouve le corps d'une femme qui aurait été déposée par Patrick Chabert. Enfin, il existe un dernier élément qui laisse penser que le mari est le meurtrier de sa femme. De minuscules indices retrouvés dans la voiture de Patrick Chabert. Les policiers vont se rendre chez les Chabert et vont décider de fouiller le véhicule professionnel de Patrick Chabert. Et là, dans le coffre, ils vont découvrir des éléments pileux, ils vont découvrir des cheveux qui vont être analysés et dont certains vont s'avérer être ceux de Nadine Chabert. À l'époque, on va souligner que même si Nadine pouvait monter dans le véhicule, elle ne montait pas dans le coffre de la voiture. Le fait qu'on ait retrouvé 2 ou 3 cheveux de Nadine dans le coffre de la voiture de Chabert, les enquêteurs ont immédiatement dit qu'ils l'avaient déposé dans le coffre pour aller la jeter après. Pour les enquêteurs, le dossier est ficelé. Cela ne fait aucun doute. Patrick Chabert a tué sa femme. Et selon eux, voici ce qui aurait pu se passer le mardi 10 juin 2003, à l'heure du déjeuner. Le 10 juin 2003, lorsque Nadine et Patrick sont à leur domicile et qu'ils viennent de finir le déjeuner et qu'Émilie est partie chez sa grand-mère, ils l'étranglent. Ils l'auraient étranglé, ils l'ont écrit, ils l'ont dit, ils l'auraient étranglé parce qu'ils n'ont pas retrouvé de traces de sang, donc ils présupposent qu'elle a été étranglée. Patrick Chabert aurait ensuite déposé le corps de sa femme dans le coffre de sa voiture, avant de se rendre aux obsèques de sa grand-mère. Le soir venu, sur le chemin de l'hôtel Ibis, Patrick Chabert se serait débarrassé du cadavre sur le chantier de la prison sur lequel il travaillait, ou bien dans une forêt voisine. Un meurtre
qui n'a rien à voir avec le hasard. Pour les enquêteurs, le crime a été soigneusement préparé la veille. Et il y a un élément qui va semer le trouble, c'est que Patrick Chabert déclare au début que le 9, donc la veille de la disparition de Nadine Chabert, il est resté à la maison, à Fos-sur-Mer. Sauf que ce jour-là, avec la géolocalisation des téléphones portables, on va réaliser que Patrick Chabert se trouve dans le Var. En effet, la veille de la disparition de Nadine, le 9 juin, Patrick Chabert se trouve au même endroit que dans la nuit du 10, lorsqu'on le soupçonne de s'être débarrassé du corps de sa femme. Que pouvait donc bien faire Patrick Chabert ce jour-là? Il ne fournira jamais aucune explication aux policiers. Ils en déduisent que Patrick Chabert s'est rendu à cet endroit parce qu'il préméditait l'assassinat de son épouse et que à ce moment-là, ils avaient fait un repérage des lieux pour savoir où ils pourraient déposer le corps. La veille, le 9, il avait l'intention de tuer son épouse et il préméditait l'endroit où il allait jeter le corps. Le 14 juin 2004, un an après la disparition de Nadine Chabert, Patrick est mis en examen pour assassinat. L'homme est donc accusé d'avoir tué sa femme avec préméditation. Mais si les policiers ont un scénario, il leur manque des preuves, car ils n'ont toujours aucun aveu et pas de corps. Durant près de 3 ans, la justice et la police vont pourtant tout faire pour tenter de retrouver Nadine, en vain. Des fouilles vont être faites dans l'environnement proche de la maison, dans des terrains où Patrick Chabert a l'habitude d'aller, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, sur la route entre Fos-sur-Mer et Toulon. Et absolument aucun corps n'est découvert. On a cherché le corps, on a presque failli démolir la maison pour savoir si elle n'avait pas été enterrée dans la maison. À chaque fois qu'un corps est retrouvé dans le secteur, des analyses sont effectuées afin de savoir s'il ne s'agit pas de Nadine Chabert et ils ne trouvent absolument rien. Alors ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est que pour les policiers, cet homme est coupable, mais ils n'ont rien. Et c'est ce qui fait l'originalité quand même de ce dossier. Il n'y a pas de corps. L'accusation est incapable de dire dans quelles circonstances exactes Patrick Chabert aurait tué sa femme, à quel moment il aurait pu sortir le corps de la maison, à quel moment il aurait pu enterrer le corps s'il a été enterré. Et donc, ils vont continuer sur cette hypothèse-là, alors même qu'il n'y a rien et que le dossier est vide. À l'automne 2010, cela fait 7 ans que Nadine Chabert a disparu. Son mari est toujours le suspect numéro 1, mais il est libre en attendant son procès. Pendant 7 ans, ils vont continuer dans cette propriété à vivre les uns à côté des autres, Madame Pérez dans sa maison, Émilie et Patrick Chabert chez eux. Cette épreuve les soude parce que c'est vraiment un trio extraordinaire. Vous avez Hélène qui est persuadée de la disparition de sa fille, qui est persuadée qu'il n'est pour rien dans tout cela, qui va le défendre bec et ongle contre ceux qui l'accusent. Et Émilie aussi est persuadée du plus profond d'elle-même que son père n'a rien à voir dans la disparition de sa mère. Ça fait 7 ans qu'on combat ça et c'est juste en étant soudés qu'on peut arriver à se relever. Donc oui, c'est vrai que ça nous a encore plus rapprochés. Pour moi, il n'a pas tué. Puis ça sera toujours comme ça. 22 septembre 2010, le procès de Patrick Chabert s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. C'est entouré d'Émilie, sa fille, et sa belle-mère Hélène que l'accusé arrive au tribunal. Une image rare dans une cour d'assises. La famille de la victime et l'accusé qui habituellement s'affrontent sont ici côte à côte, main dans la main, prêts à défendre une seule et même version. C'est un procès atypique parce que vous avez la partie civile qui normalement vient demander réparation dans une instance d'assises, qui est là et qui fait corps avec la défense. Et ça quand même, ça rend ce procès très particulier. C'est assez exceptionnel de voir une partie civile qui va dire et qui va défendre l'accusé becs et ongles en disant « mais nous sommes persuadés, puisqu'on nous dit de parler, puisqu'on nous donne la parole, nous tenons à préciser qu'il n'est pour rien dans tout ceci.
Et une fois dans un procès, c'est exceptionnel que la partie civile et la défense soient sur la même longueur d'onde. Et oui, je me permettais de m'asseoir à ses côtés pour prouver que je suis totalement de son côté et que je suis là pour prouver son innocence. Ce soutien indéfectible va s'illustrer à l'audience lorsqu'Émilie, la fille de l'accusé, vient à la barre pour parler de son papa. J'ai voulu expliquer le caractère de mon père, donc qui n'était pas une personne violente, ni manipulatrice, il n'a pas d'excès de colère, ou tout ce qu'on peut l'accuser, ou comment on peut le décrire de manière infecte. J'ai voulu prouver le contraire en expliquant comment était réellement mon père. Donc c'était une personne joviale, aimante, une personne de bon, qui ferait tout pour les gens qui l'aiment. Patrick Chabert, un père aimant donc et non violent, qui n'a rien à voir avec le rôle d'un assassin que les enquêteurs ont voulu lui faire endosser. Et ce portrait va être appuyé par l'expertise psychiatrique de l'accusé. Et l'expert psychiatre nous indique bien au contraire que Patrick Chabert ne présente en aucun cas des traits d'assassin, qu'en aucun cas c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui donne l'impression de mentir. Qui n'a pas de tempérament passionnel, qui n'est pas violent non plus. Donc c'est quand même un coup de théâtre dans cette cour d'assises, même si l'expertise est connue, mais pour les jurés, cet homme ne présente en rien, mais en rien, le profil qu'on veut lui donner. Malgré ces éléments favorables, Patrick Chabert va brusquement perdre de sa superbe durant les débats. Car le plus grand ennemi de l'accusé, c'est lui-même, surtout lorsqu'il est questionné par le président de la Cour. Lorsque le président interroge Patrick Chabert et le place en fait face à ses contradictions, Patrick Chabert va perdre un peu le calme qu'il avait affiché lorsqu'il est arrivé au tribunal. Et il va en quelque sorte s'empêtrer dans des explications beaucoup trop longues, qui ne tiennent pas vraiment la route. Du coup, tout le monde perd le fil et on ne comprend plus très bien ce qui s'est passé. Une des étapes importantes dans le procès, c'est que le président tout de suite va l'interroger sur les incohérences qui sont apparues tout le long des investigations, notamment l'emploi du temps, les allers-retours. Et à chaque fois, Chabert va se montrer évasif et il ne va jamais fournir une version définitive qui permettra de vraiment écarter toute culpabilité. Il était déstabilisé, il bégayait. Quand Patrick Chabert va faire le récit de son trajet entre Fos-sur-Mer et Toulon, il va utiliser une expression et faire un lapsus qui forcément interpelle de façon dramatique. Il va dire « on sort à Aubagne, enfin je sors à Aubagne ». Donc forcément, tout le monde va se demander combien il y avait de personnes dans la voiture. On sort à Aubagne. Cette phrase terrible va avoir un effet dévastateur sur l'audience. D'autant que 7 ans après les faits, Patrick Chabert est toujours incapable de s'expliquer sur les zones d'ombre de son emploi du temps le jour de la disparition. Alors pour tenter de convaincre les jurés qu'il n'a pas tué sa femme, au dernier jour de son procès, l'accusé va tenter le tout pour le tout. Dans son box, l'homme se lève et va créer un vrai moment d'émotion censé le disculper. Dans chaque procès d'assises, le président a l'obligation de demander à l'accusé « Avez-vous quelque chose à rajouter à ce qui vient d'être dit pour votre défense ?» Et là, Patrick Chabert se tourne vers sa fille. Et il me demande en hurlant si j'ai réellement tué ta mère, est-ce que je te regarderai dans les yeux? Il m'a demandé ça. Et je lui ai répondu non, que c'était pas possible. Dis-le fort, Émilie. Je l'entends pas. Dis-le, crie-le, hurle-le. Elle lui dit non, papa. Tu n'as pas tué maman. Après 3 jours de débat, les jurés sont partis délibérer. Dans les couloirs, c'est l'attente. Pour Émilie, la fille de l'accusé, et Hélène, sa belle-mère, l'angoisse du verdict est palpable. Au bout de 2h30, 3 heures de délibéré, c'est très long. Et là, donc le président donne lecture de la réponse aux questions.
Patrick Chabert a-t-il donné la mort à Nadine Chabert ce 10 juin 2003, sans en préciser bien évidemment la date, les moyens, comment, où, à quelle heure, tué, étranglé, déchiqueté, jeté, enfin, oh bon Dieu, oui. Et qu'en conséquence, il est condamné à 20 années de réclusion criminelle. Patrick Chabert est complètement prostré, et puis surtout, je crois qu'on entend, c'est les hurlements d'Émilie. Ça a été un choc. Je peux même pas décrire dans l'état où j'étais. Je peux pas. Je leur ai dit, la vie m'a volé ma mère et vous voulez me voler mon père pour une chose qu'il n'a pas fait. Je fais comment, moi? Dites-moi comment je fais. J'ai plus ma mère à mes côtés, je fais comment sans mon père? Au final, le procès de Patrick Chabert n'a pas permis de faire toute la lumière sur cette mystérieuse affaire et laisse un goût amer à tous ceux qui le considèrent comme le meurtrier de Nadine. On n'a pas retrouvé Nadine et on n'en sait pas plus, quoi. Au bout de 7 ans, il n'y a rien de plus. Dans cette affaire, il y a quand même beaucoup de doutes qui subsistent. On n'a jamais retrouvé le corps de Nadine Chabert, on n'a jamais retrouvé aucune trace de sang dans la maison, aucun élément vraiment matériel pour les policiers qui viennent soutenir que c'est bien Patrick Chabert qui a tué sa femme. Patrick Chabert est incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Il a fait appel de sa condamnation. Aujourd'hui, l'homme reçoit un soutien de taille, celui de Roland Agret, président d'Action Justice, une association qui défend les victimes d'erreurs judiciaires. Un nouveau combat commence alors pour le clan Chabert. Et de nouveaux éléments pourraient bien disculper Patrick. Roland Agret, lui-même victime d'une erreur judiciaire, a fait analyser les écrits ésotériques appartenant à Nadine et retrouvés dans la voiture de Patrick. On trouve une transcription, une analyse de ces signes faite par une certaine Isa, qui est signée Isa. Et on apprend simplement que, Nadine Chabert a fait un choix concernant un homme, très certainement, et elle dit « tu seras heureuse avec Grégor », elle l'appelle comme ça, avec Grégor, etc., etc. « Tu as fait le bon choix, mais à présent tu es assez forte, à présent tu vas partir ». Elle annonce le départ programmé de Nadine Chabert, noir sur blanc, et c'est signé Isa. Or, on ne cherche pas du tout Isa. Qui est Isa? Pourquoi n'a-t-elle jamais été entendue? Cette piste, jamais explorée lors de l'enquête, pourrait bien relancer la thèse d'une disparition volontaire vers une secte. Mais pour Roland Agret, le plus édifiant dans le dossier est ailleurs. Et notamment, il se base sur la configuration des lieux du crime. Voici la maison de Patrick Chabert. Juste en face, à quelques mètres, il y a celle d'Hélène Pérez, sa belle-mère. Et ce jour-là, elle est chez elle avec Émilie, la fille de l'accusé. Question soulevée par Roland Agret. Comment Chabert a-t-il pu tuer sa femme puis transporter son corps en toute impunité? La description des lieux. Vous avez deux maisons qui sont face à face et une troisième maison qui a toute la vue sur l'allée, la maison de l'oncle. Et ces trois maisons sont dans un périmètre assez restreint. Vous avez le parking, là où il met sa voiture, qui est juste sous la fenêtre de Hélène Pérez. Nous savons qu'au moment des faits supposés, il y a deux témoins oculaires, il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est Émilie Chabert, la fille, et il y a Hélène Pérez qui sont là. C'est en période de canicule, tout est ouvert, voilà. Donc elles sont là. S'il se passe quelque chose dans la maison d'en face, elles voient et elles entendent. Or, elles n'ont rien vu, rien entendu. Enfin, il y a un dernier élément qui, selon Roland Agret, pourrait bien innocenter Patrick Chabert. Et suivant la belle théorie, numéro 1, il va promener le cadavre toute la journée. Pour le soir, à la tombée de la nuit, même la nuit venue, aller le couler dans du béton ou je ne sais quoi. Mais attendez, on se moque de qui?
La rigidité cadavérique, elle intervient au bout de 3 heures. Je suis gentil, je suppose qu'il y a la clim, on est sous la canicule. Je mets même 6 heures. Le corps est rigide. Et quand on sort un corps en rigidité cadavérique, eh bien, ça laisse forcément des traces organiques qu'on n'a jamais retrouvées. Patrick Chabert sera rejugé en appel dans environ 6 mois. Et cette fois, il compte bien être acquitté grâce peut-être aux nouveaux éléments apportés par Roland Agré.